Otep, Mbote, Djambo, Amos, à vous tous, mes très chers frères, mes très chers sœurs, Soumina, à vous tous, la famille, j'espère que vous allez bien, vous êtes tous heureux de me suivre à nouveau pour cette podcast channel. Donc, aujourd'hui, nous allons donc absolument faire la suite. Bon, c'était une obligation, c'est vrai, absolument. De la lecture qu'on avait fait sur le dieu des Égyptiens, notamment sur Amon-Ra, le bélier, l'emblème vivant d'Amon-Ra. Effectivement, ça fait déjà peut-être 2-3 mois, je me rappelle pas, j'ai essayé de me rappeler. Ça fait 2-3 mois ou peut-être 4 mois qu'on n'a pas fait la suite, dont la partie 2 sera faite aujourd'hui. Avant de commencer, je vous invite donc à liker, à partager la podcast channel, je vous remercie. C'est un geste simple, vous likez, vous partagez et tout le monde est content. Donc, le mois dernier, nous avons donc entamé la lecture sur le bélier, la signification d'Amon-Ra, et nous avons donc lu une seule page. Oui, ouais, nous n'avons pas pu finir la lecture, nous avons lu une seule page et nous allons tout de suite entamer la suite, comme ça, on va pas perdre de temps. Donc, pour ceux qui se demanderont, qu'est-ce que c'est quoi cette lecture, et pour les nouveaux, pour les nouvelles, voilà, allez voir la précédente séance qui est affichée là. Effectivement, je ne vais pas revenir sur l'ensemble des termes, sinon ceux qui me connaissent savent très bien que si je le fais, je ne pourrais pas tout lire, je ne pourrais pas faire bien ma séance et je vais encore lire 2-3 lignes et ça sera fini. Donc dernièrement, c'était donc quitter sur les mots de Champollion le Jeune. Et donc, je vais d'abord vous rappeler qui est Champollion le Jeune, puisque oui, nous lisons quand même les livres Le Panthéon égyptien, qui est écrit par le Jeune. Et après, tous les travaux ont été récupérés par Figeac l'aîné. Après, il a mal utilisé ça pour ses trucs, pour devenir aussi quelqu'un de célèbre. C'est comme ça dans la vie, dans toutes les familles de la Terre. Nous avons des frères ou des sœurs qui jaloux de beaucoup de choses, mais il était jaloux de Volney, certes, le Figeac, mais Figeac était aussi jaloux de son frère Champollion le Jeune, bref. Donc, des choses se sont passées, il a volé son travail, après, il a utilisé comme il a mal utilisé, voilà. Donc, du coup, Jean-François Champollion, pour rappeler, Champollion dit le Jeune, il est né le 23 décembre 1790 à Figeac, comme son frère Figeac, effectivement. Après, il y a eu sûrement un petit problème de nom, ça les regarde. Donc, et il est mort le 4 mars 1832 à Paris. C'était un égyptologue français, du moins. Il l'a décrit du mieux qu'il a pu, malgré la mythomanie. Il a décrit du mieux qu'il a pu. Donc, c'était le premier à déchiffrer ce qu'on appelle vulgairement les hiéroglyphes, c'est-à-dire l'écriture ancienne des vrais habitants de Kémet, que les gens appellent anciens égyptiens, parce que ils pensent que avant l'Égypte a toujours existé, alors que l'Égypte est une création assez récente depuis les invasions grecques de effectivement le petit Alexandre, le masculin. Voilà. Donc vous connaissez très bien l'histoire. Donc on va peut-être revenir plus tard sur Alexandre, le petit masculin, mais bref. Donc il a été considéré comme le père de l'égyptologie et vous connaissez le reste. Voilà. Donc on va continuer la suite. Après si vous voulez une séance où j'ai parlé entièrement de lui. J'ai déjà fait une séance précédente, peut-être que ça va pas vous plaire, mais ça vous regarde. Donc, on continue, voilà. Donc, je vous réinvite à liker, à partager la podcastonnelle. Donc, on va dire la partie on s'est arrêté dernièrement, ça fait quand même longtemps, donc il faut rappeler quand même la partie on s'est arrêté. Chaque dieu eut son animal sacré. D'ailleurs, qui devint ainsi son image visible dans les temples de l'Égypte. D'ailleurs, les anciens Égyptiens ne traitaient point les animaux avec autant de mépris que le font les peuples modernes. Ils croyaient au contraire que les animaux étaient d'une même famille et en lien de parenté avec les dieux et les hommes. La loi leur donnait de les respecter et même de les nourrir. Cela, on s'est arrêté. Pourquoi est-ce que Champollion le Jeune l'avait dit? Certes, je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, mais je vais le réexpliquer aujourd'hui pour entamer la suite. Pourquoi? Parce qu'il sait techniquement que ceux qui
habite actuellement dans l'Auge ou kidnappe, oui, on va dire kidnapper actuellement ce qu'on appelle l'Égypte, qui est Kémet, bien que Kémet était plus vaste que l'Égypte, il sait très bien que ceux qui ont kidnappé actuellement cette zone, du moins la zone qu'ils ont pu kidnapper, parce qu'ils se sont bien partagés cette zone entre les enfants illégitimes des Arabes ou ce que vous pouvez appeler les Perses, les Mésopotamiens et les Turcs, les Assyriens, les Syriens et effectivement la bande méditerranéenne, grecque, bon, ça s'appelait même Portugal avant, romaine et compagnie. Se sont bien disputés le territoire, bon, voilà, chacun peut prendre ce qu'il a pu. Donc il est dit parce qu'il sait que les Kémètes d'avant ne ressemblaient pas à ceux qu'on voit aujourd'hui, du moins ceux qui se présentent comme étant ce qu'on appelle, entre guillemets, je dis bien, les Égyptiens, du moins les héritiers des Égyptiens anciens, ou les Égyptiens tout court. Pourtant, je vous ai très bien expliqué que c'est une création assez récente, l'Égypte. Donc, je dis l'Égypte dans son entièreté, dans sa géographie même, c'est-à-dire la manière dont elle a été découpée, dans ses habitants, dans tout. Et l'Égypte, c'est une fabrication suite à la victoire de Alexandre le Petit Grand. Donc, ces gens ne sont pas les mêmes. Il ne s'agit pas des mêmes personnes. C'est ce qu'il est en train de dire, cette phrase, ce qu'il a dit. Parce que cette manière de traiter les animaux, cette manière de traiter du bétail, ne correspondait pas à ce qu'il y avait par rapport à la spiritualité ancienne. Si aujourd'hui, ces animaux sont maltraités, giflés, insultés, bon, vous allez me dire, mais pourquoi? Bon, c'est un animal, on l'insulte, mais un animal, c'est un être vivant. Il a été créé par le Créateur. Il a été créé par le Créateur, il a le droit aussi d'avoir des émotions et de vivre. C'est-à-dire, vous pensez que vous êtes les seuls, vous pensez que vous êtes la seule chose qui mérite d'avoir de l'attention sur la terre. Pensez que vous êtes l'unique. Vous n'êtes pas l'unique. Et donc, la manière dont les habitants modernes, quand il dit moderne, c'est une manière masquée de dire que ce qu'on appelle actuellement ce qu'ils appellent basanés du Maghreb actuel ne sont que des faussaires. C'est des usurpateurs, c'est des faux, c'est des mythomanes. Bien qu'aujourd'hui, ces gens, ils font des bizarreries. Vous avez vu les bizarreries qui se passent actuellement de ces kidnappeurs des terres. Et donc, moi, j'ai envie de dire un truc. Ok, qui jouent leur comédie. Bon, il est vrai, ce sont les Égyptiens. En vrai, ce sont les Égyptiens. Parce que les Kémites ou les Kémiou, les Kami, ce n'est pas eux. Hein? Si un d'entre eux dit qu'il est Kémet ou Kami, c'est faux. Hein? Mais quand un Égyptien vous dit qu'il est véritablement égyptien, c'est la vérité. Hein? En termes de fabrication, c'est une vérité. Mais en termes d'anciens habitants, ça c'est une fausseté. Donc sans les invasions, il ne serait rien, ne serait jamais là. Donc voilà. Parce qu'il y a beaucoup trop de phénomènes qui sont incompréhensibles. Comment est-ce possible qu'il y ait aujourd'hui des éclectiques? Donc à la période de Champollion le Jeune, il a vu des éclectiques. Non, du moins Clément d'Alexandrie, à son époque de la première, il voit des éclectiques. Ce n'est plus techniquement ce qu'il y avait avant. Il voit des bizarreries, des mélanges, du paganisme total. J'ai envie de dire ça, c'est limite le paganisme. Et ça ne ressemble plus à rien de la spiritualité. Un mélange de bric-à-brac, etc. Il savait techniquement ce n'était plus le cas. En plus, Clément d'Alexandrie était venu en mode chrétienisation, c'est-à-dire qu'il est venu en mode évangélisation de cette partie nord. C'est pour ça que quand vous lirez les textes précédents dont je vous renvoie dans la précédente séance, il explique très bien pourquoi il était dégoûté de ce qu'il voyait là-bas, en fait. Oui, il était dégoûté par rapport aux pratiques. Bon, on va pas mentir qu'il y avait quand même certaines pratiques qui existent encore. Champollion le Jeune rappelle très bien que quand Pasteur Fort chantait en langue égyptienne. Il n'a pas précisé, il n'a pas dit copte, il n'a pas dit machin. Langue égyptienne, c'est parce qu'il ne connaît pas cette langue. Il ne savait pas comment la préciser. Effectivement, je vous renvoie sur les travaux de Dibon Barimbok et Sidoyen, etc. Donc, ils vous décrivent un peu mieux. Moi, je ne suis pas dans ça. Donc, du coup, il ne savait pas.
Parce que s'il savait, il allait dire que c'est du copte, il allait dire que c'est du grec, il allait dire que c'est de l'arabique, c'est de l'arabique ancien, puisqu'il était linguiste. Il allait préciser, mais comme il ne sait pas lui-même, et comme je vous ai dit, lui-même n'a pas su lire les hiéroglyphes, donc ce qu'il appelle hiéroglyphes, médonnétaires, etc. Donc du coup, le gars, il dit ce qu'il a dit comme ça. C'est triste à dire, mais c'est ainsi pour ceux qui sont toujours dans l'admiration profonde. Le champion, le jeune, il a fait de son mieux, même s'il n'a pas très bien compris le game lui-même. Mais il a compris une chose, parce qu'il a étudié la planche de Biban el-Molouk. Il sait très bien que ces gens ne sont pas les vrais habitants de ce qui en réalité s'appelle Kemet, mais qui aujourd'hui s'appelle l'Égypte. Du moins, et que d'autres appellent l'Égypte antique. Il sait très bien que ces gens-là ne sont que des faussaires. C'est pour ça qu'il ne comprenait plus rien. C'est pour ça que entre ce qu'il observait, ce qu'il lisait, ce qu'il arrivait à plus ou moins déchiffrer de ce que lui il appelait hiéroglyphes, donc médonnétaires, il savait que c'était techniquement pas la même chose, puisque bon, lui, il a plutôt utilisé le système de langue afro-asiatique, plus particulièrement asiatique, pour décrypter les médonnétaires, ce qui malheureusement il n'a pas bien fait. Voilà. Avec toutes les corrections actuelles, c'est comme ça. Mais le fait qu'il précise cette partie dans le livre, dans son recueil, bien qu'il n'a pas tout écrit parce qu'il est mort très jeune, frappé par la vie, pour certaines raisons qu'il savait très bien, il n'a pas pu s'empêcher de noter ce changement drastique dans le comportement, dans la manière de vivre, dans la manière d'exprimer les choses qui s'y passent, c'est-à-dire c'est hors contexte, ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça que aujourd'hui, bon, il est vrai qu'avec le monde audiovisuel, les Égyptiens, qui sont vraiment les Égyptiens, manipulent l'image pour nous faire le game qui sont eux, effectivement appuyés de leur papa, papa et maman locoderme, mais comme c'est un système patriarcal, on va dire papa locoderme, aria, donc Europeanus tout entier, et papa locoderme des péninsules, des métis anciens, encore plus anciens, qui sont même limite devenus des nouveaux locodermes, parce que bon, ils se sont locodermisés. Bon, certains sont encore métis, j'ai envie de dire. D'autres il y en a même des noirs. Mais ceux qui dirigent le territoire étaient des anciens métis, qui sont devenus à force un peu comme Sigmund Freud, des locodermes. C'est-à-dire quand vous voyez Sigmund Freud, vous savez très bien qu'il ne ressemble pas à un sémite. Même si il est d'origine juive. Bref, il n'a que sa religion, mais techniquement, génétiquement, il n'y a plus rien de sémite, parce que sémite veut dire métis, moitié. Il n'est plus moitié. C'est ça le métissage à long terme, c'est que vous devenez l'objectif que le locoderme vous a créé dans le locoderme, dans les nouveaux locodermes. Donc c'est ça. Et ça c'est très important, parce que ça va créer l'embrouille, ça va créer un gisement de tollé. C'est pour ça qu'ils ont souvent un peu du mal à citer Champollion le jeune, parce que bon, il n'est pas trop dans les narratifs, du moins il peut aider quelque temps, mais c'est compliqué. C'est pour ça qu'ils ont du mal à citer Hérodotos, d'Halicarnasse, ils ont du mal à citer Homère, ils ont du mal avec ces auteurs, parce que ces auteurs disaient ce qu'ils voyaient, j'ai envie de dire. Ils disaient ce qu'ils voyaient, mais là, le problème c'est que, bon, Zahi Iwasu, machin, comme il a dit, dark skin. Donc, je vais aller moi-même aussi chercher une dark skin girl. Comme on parle en anglais, je vais aller dans le monde anglo-saxon. Je vais dire à une fille dark skin girl, can you come? And vous allez voir à quoi ressemble une dark skin girl. Après, si vous jouez le jeu on part chercher les femmes de l'Asie, de l'Inde, de cette partie, on va aller chercher les dark skin. Il y a les dark skin en Inde, il y a les dark skin, quand je parle de dark skin, vraiment dark, en Palestine, au Pakistan, au Yémen, et on sait partout. Même en Arabie Saoudite, en Oman, on peut les trouver. Même en Égypte, ils sont là. Aujourd'hui, les véritables habitants de Kemet, oui, ils sont toujours vivants. On les appelle les Nubiens. Bon, c'est aussi leur nom.
Ils vivent dans un coin un peu reculé vers le sud et ce qui les arrive est assez triste et malheureux. C'est-à-dire que ces gens, malheureusement, pour survivre, malheureusement, il faut bien le préciser, sont obligés de pratiquer l'inceste. Chose qu'ils ne pratiquaient pas avant, parce que sans ça, ils vont die. Donc, c'est pour ça qu'il est important pour, quand Mélanodème va en Égypte, aller trouver une femme nubienne là-bas. Aller trouver un mari nubien, essayer d'avoir des enfants, de les laisser finir dans l'incesterie, en fait. Après, vous allez venir pleurer que, oh, les Noirs pratiquent machin. Ils pratiquent ça parce que il n'y en a pas d'autres. Et vous êtes où là en train de juste dire, on est les anciens égyptiens, vous jouez les machins, les Noirs de France, ou vous jouez, je sais pas ce que vous jouez. Encore, on peut comprendre des Africains quand ils font ça. Parce qu'ils sont déjà sur la terre. Mais ceux qui sont loin là-bas, qui aiment jouer les Wakanda Forever, les Bizarri, par exemple, les Mélanodèmes qui me disent qu'ils ont épousé un locoderme, au lieu d'avoir perdu votre temps avec votre locoderme, masculin, féminin, pourquoi vous n'êtes pas parti en Égypte renforcer le système immunitaire de ces gens? Mais non, vous êtes toujours là à venir insulter les gens. Vous n'êtes pas intelligent là. Donc la situation est grave et nous avons une sister qui est partie là-bas faire un documentaire. Si je vais lui demander la permission, si je peux utiliser sa vidéo, que je vais essayer de traduire et je vais vous la poster effectivement de ce qui se passe en Égypte. Donc c'est très très grave. Et en plus, bon, on a un président égyptien ou un roi d'Égypte ou un président, je sais pas ce qui, machin Sissi là, qui, on sent très bien qu'il ne dirige rien parce que chaque fois qu'il y a un truc à faire, il va aller voir papa des péninsules arabes, il va aller voir papa de l'européaniste. Donc, c'est vraiment un type perdu. Et c'est avec lui que, malheureusement, un type de l'Éthiopie deal pour avoir ne serait-ce qu'une partie du Nil qui traverse. Or, le Nil traverse aussi d'autres pays de l'Afrique, en passant par l'Afrique de l'Est. C'est pas la seule trajectoire. Comme il n'est pas intelligent, le type de l'Égypte, bon, il ne le sait pas. Mais comme c'est le voisin aux Éthiopiens, c'est dommage. Et après, on se dit, on veut créer le réseau africain, du moins, avec les gens pareils, avec des gens comme les gens du Maghreb. C'est pour ça que les catastrophes naturelles existent. Et c'est pour ça que les catastrophes naturelles vont exister. J'ai toujours dit, j'avais même écrit ça à un frère. Apprêtez-vous pour le pire. Le pire, c'est quoi? C'est que ce peut qu'il y ait un tremblement de terre en ce qu'on appelle l'Égypte, territoire kidnappé. Il se peut qu'il y ait un séisme, il se peut qu'il y ait un ouragan, un truc comme ça. Il se peut. Et il se peut que ça casse les temples, et que ça casse les pyramides, et que ça casse beaucoup de choses. Donc, ce qui fait actuellement le business de ces gens qui se prétendent être, voilà. Et donc, techniquement, vous me direz, ça fera une aubaine pour les autres pour venir créer une pyramide. Mais ça ne créera pas la pyramide comme elle a été créée il y a des centaines de milliers d'années. Parce que c'est pas une chose qui a été créée il y a 4000 ou 3000 ans avant notre ère. Ce qui est faux. Donc, on reviendra sur les dates plus tard. Mais, j'ai envie de dire, le pire peut arriver, le pire arrivera avec ce comportement-là, s'il continue. Ce qui est arrivé au Maroc n'est pas arrivé par hasard. Oui, bon, les gens sont morts, c'est triste, mais rien n'arrive par hasard. Et ce qui est arrivé, malheureusement, en Libye aussi, n'est pas le hasard par rapport à leur précédent, c'est-à-dire par rapport à ce qu'ils font réellement, qui est très, très pervers. Donc, on va continuer la lecture. Le bélier était le symbole vivant du démiurge égyptien, du premier des dieux, Amon ou Amon-Ra. Jupiter, Amon des Grecs, on le nourrissait principalement dans les sanctuaires de Thébès. Bon, je vous ai dit que j'aime bien lire le S de Thébès, donc du coup, moi j'aime lire comme ça. Et de Saïs. Saïs, pour ceux qui ne savent pas, appelé encore Sa ou Sao ou Zo ou So, je lis comme je lis, voilà. C'est-à-dire, c'est un ancien égyptien, bon, comprenez ce que je veux dire. Se situait sur la branche de la canopique du Nil dans le delta occidental. Elle est identifiée de nos jours au site du village de Sal Agar ou Sal El Agar. La ville est connue dès le début de l'histoire égyptienne, du moins de Kemet, qui est, voilà, de Kemet qu'on dit égyptienne, et
où les gens ont trouvé des étiquettes en bois liées au roi Aha. Aha, donc qui vivait il y a 3080, moins 3500 avant notre ère, mentionnant la cité et son culte dédié à Neit. Neit, pour rappeler, c'est-à-dire Nit, dans la cosmogonie négro-africaine, une très ancienne déesse de la ville de Saïs, dans les deltas du Nil, dans la Basse-Égypte. Donc, en tant que chef-lieu du Nord éponyme, on la retrouve citée dans les listes funéraires de l'ancien empire, donc l'ancien royaume, qui figure dans les mastabas. Vous rappelez très bien ce que c'est que le mastaba. Il s'agit donc de la pyramide en degrés. C'est un édifice funéraire servant de sépulcre au roi et des dignitaires du royaume. Car l'une de ces villes était consacrée à Amon et l'autre à Neit, la divinité de Kemet, Nit, la première émanation d'Amon. Déesse qui, donc c'est une divinité, déesse qui selon toute apparence était aussi figurée comme son père, avec une tête de bélier, ainsi qu'on la trouve sur les bas-reliefs des temples de la Nubie, publiés par Monsieur Gao, excusez-moi si je lis, voilà. Mais malheureusement, il n'a point dessiné les légendes hiéroglyphiques de cette déesse cryocéphale qu'on expliquera, les médailles, les nomes, les diapolites, les ipsélites, l'exoïste et les mariotes prouvent aussi que le bélier fut l'animal sacré de ces préfectures égyptiennes. Donc, il y a plusieurs mots déjà que vous devez avoir en tête. Donc, ça, je vous ai expliqué. Donc, quand on parle de cryocéphale, ce terme désigne, du moins, bélier ou tête. C'est-à-dire les créatures ou divinités avec la tête du bélier. Et donc, les créatures cryocéphales sont particulièrement importantes dans le monde de Kemet ancien. Et de nombreuses statues de sphinx sont cryocéphales. Je vous avais déjà montré ça lorsqu'on parlait de la deuxième partie, Amon, chéri d'Amon ou aimé d'Amon, ayant été retrouvées généralement ornant les allées principales des temples d'une divinité, comme le temple d'Amon-Ra, dont on avait déjà parlé à Karnak, effectivement, au Luxor en Égypte. Donc c'est très important ça. Et je vous avez dit que ça avait un lien avec la période du bélier, qui était une période de guerre. Donc tout le monde sentait que la guerre arrivait, c'est-à-dire il fallait déjà prêter la situation guerrière et mettre toutes les énergies de la guerre avec nous. Pour ceux qui pensent qu'on ne doit pas se battre, j'ai envie de dire, si même ils ont su que la guerre allait arriver, c'est qu'ils ont su qu'ils devaient se préparer à se défendre et à se battre contre leurs ennemis extérieurs, qui sont donc les gens que Champollion le Jeune a décrit comme étant des intrus qui ont effectivement pris sous kidnapping les lieux qui se sont fait passer pour les habitants originels et aujourd'hui s'appellent Égyptiens, qui est véritablement leur nom égyptien. Mais je rappelle bien, il ne s'appelle pas Kemet ou Camille ou Camille, je ne sais pas, mais c'est pas le vrai nom. Donc, quand un Égyptien dit je suis vraiment égyptien, c'est la vérité par rapport à Alexandre le Grand. Mais quand un de ces faussaires dit qu'il est Camille tout machin, sachez que c'est faux. On ne nie pas que le Maghreb est une zone de haut métissage. Mais je dois aussi vous rappeler une chose qui est réelle. Le Maghreb, c'est un métissage de locodème entre locodème. C'est un métissage de grec avec les anciens, les métis un peu plus anciens que les maghrébins. Je rappelle encore ce qu'on appelle aujourd'hui les péninsules arabiques. C'est un métissage entre les Turcs, les Grecs, un métissage entre les Mésopotamiens, les anciens métissés millénaires, et les femmes de l'Europe de l'Est. Je vous rappelle très bien que lors de la traite des Slaves, donc des vrais esclaves qui sont les Slaves, les métissés frustrés, les enfants légitimes des Ottomans et des Grecs et des Européanus, ont capturé ces femmes. Ils les ont certes amenées en Arabique, d'autres qui ont commencé à faire la percée, le roi perse qui est venu faire la percée, mais aussi bien avant, effectivement, puisqu'il y avait déjà eu le métissage qui avait pénétré, effectivement, on vous renvoie sur les vidéos du frère Tot, etc. Donc, on vous rappelle qu'ils étaient venus avec leurs femmes locodèmes qu'ils avaient kidnappées. Ils étaient venus avec ces femmes. On rappelle aussi les fausses alliances que les locodèmes ont fait avec les mélanodermes pour les duper en envoyant leurs femmes. Comme le noir, le masculin est trop
fragile devant la femme leucoderme, qui sent un peu plus, qui sent plus fragile, douce, parce que vous savez très bien que il y a certains hommes mélanodermes, quand ils parlent de la femme leucoderme, ils les trouvent douces, ils les trouvent plus amicales, plus simples que leur propre femme mélanoderme. Donc effectivement, ils sont tombés dans le piège. C'est comme ça que par les phénomènes de maintenant métissagerie, mélanoderme et machin, ils ont pu faire une ouverture pour venir amener leur frère, leur soeur, leucoderme, haineux, jaloux, et ainsi de suite. Bref, l'histoire est trop longue. C'est une histoire compliquée. On continue l'explication. Donc, il dit ceci. Car l'une, dont il rappelle très bien que le dieu Amon, le roi Jupiter des Grecs, on le nourrissait principalement dans les sanctuaires de Thébès. Donc, vraiment, ils avaient un grand respect pour leur créateur. C'est pour ça que ils faisaient cette effigie en forme de bélier. C'est pour ça qu'ils le représentaient de la sorte, parce qu'ils avaient un respect, ils avaient un amour. C'est pour ça qu'on dit l'aimé d'Amon, l'Amon-Ra ou le chéri d'Amon, comme j'avais lu précédemment. Et c'est pour ça, vraiment, ils adorent leur créateur. Le créateur, c'est même pas leur créateur, c'est le créateur, c'est le démiurge, comme on avait déjà expliqué. Et donc, il le nourrissait dans les sanctuaires, il faisait des prières, des adorations, etc. Comme ce qu'on continue à faire, puisqu'il faut continuer à prier, à adorer effectivement le Créateur. Voilà. C'est vrai que vous allez me dire, mais ça fait un peu penser à la christianerie. Bon, effectivement, c'est la christianerie, la juiverie qui ont volé tous les préceptes des mélanodermes. Donc, j'ai envie de dire que si vous voyez qu'il faut louer, remercier le Créateur, blablabla, c'est normal. Ça faisait partie de la spiritualité négro-africaine qui était sous kidnapping depuis les invasions. Il dit car l'une de ces villes était consacrée à Amon. Il y avait une ville qui était principalement consacrée à Amon, et l'autre à Nit que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, la première émanation d'Amon, c'est la première émanation d'Amon. La première émanation. Je vous ai dit que le créateur, le démiurge, Eyo, l'être unique, celui qui a créé son propre œuvre, celui qui s'est créé son propre père, sa propre mère, c'est lui-même. Donc, ce qu'il a fait, c'est que il a créé ce qu'on appelle les déités qui ne sont que les manifestations de sa puissance. Ce ne sont pas des dieux, ce ne sont pas des déesses, ce ne sont pas des petits dieux, des petites déesses. On n'est pas dans la mythologie grecque, persique, mésopotamienne, assyrienne, etc. On est dans l'émanation, la vibration, voilà, donc du créateur, donc Nit, qu'on appelle, lisez comme vous pouvez, moi j'ai lu, voilà, donc Nit est l'émanation d'Amon. C'est l'émanation d'Amon comme Djibouti et les autres. Ce sont les émanations d'Amon. Et selon toute apparence, c'était aussi figuré. Donc, ça veut dire que c'est une forme visible, reconnaissable. Elle n'est pas abstraite. Elle est figurée. Donc, vous savez techniquement à quoi Nit ressemble. Comme son père. Son père parce que c'est le créateur. On est les enfants aussi du créateur là parce que physiquement, le créateur nous a créés. On est les enfants du créateur. Mais nous, le lien se fait via les ancêtres. Mais nous sommes les enfants du créateur. On est liés au créateur. C'est vrai que ça vous donne... vous avez l'impression que ça allait christianisant, mais non, ça, on est dans l'origine. Donc, il décrit bien, avec une tête de bélier cryocéphale, ainsi qu'on la trouve sur les bas-reliefs des temples de la Nubie, publiés par monsieur Gao, comme il expliqué. Mais malheureusement, Gao, est-ce que c'est par malhonnêteté, ou est-ce que, est-ce qu'il avait un problème avec Nit, Est-ce qu'il avait un problème avec elle? J'en sais rien. Donc, il n'a point dessiné les légendes hiéroglyphiques, dont les dessins sacrés de cette déesse cryocéphale, les médailles de Nome, Diopolite, et Épicélite et Soit, dont j'ai du mal à lire, et Mariotte, prouvent aussi que le bélier fut l'animal sacré de ces préfectures égyptiennes. Donc, après, c'est normal qu'il ne représente pas aussi un leucoderme, il a son programme, il ne va pas aussi parce qu'il est gentil dessiner Nit. Donc, c'est pour ça qu'on doit avoir nos propres chercheurs et eux-mêmes doivent partir dans ces zones. Je sais que beaucoup ont peur. Dernièrement, quand j'ai fait la vidéo sur la folle mélanoderme, qui a dit que black people of the black people are racist, là, we don't talking about, Eh bien, effectivement, cette femme, comme elle est bête, j'imagine bien si elle partait encore là-bas. Bon, on va laisser l'histoire.
Mais bref, il m'a dit de dire que, allez-y, en fait. Allez-y, allez à l'ancienne terre de Kemet, allez faire des recherches, allez faire ce que les autres n'ont pas pu faire. Parce qu'après, bon, on sera surpris dans le futur, mais bon, ça c'est une chose de très importante. C'est vraiment une invitation. C'est pas Monsieur Gao, il avait sa raison de pas le faire. Si vous trouvez que c'est mauvais, qu'il nous faut une représentation, eh ben, allez-y, allez travailler, allez voir ce qui se passe là-bas. Bon, voilà. Parce que quand les autres, par exemple, la sista qui est partie toute seule, bon, on dit souvent femme mélanodère, n'allez pas toute seule, bon, il y a des raisons aussi. Vous pouvez aller en groupe, allez-y, et faites juste très attention, voilà. Donc, un nombre immense de monuments nous offre la représentation du bélier symbole d'Amon. La figure coloriée de cet animal gravée dans notre planche, que je vous montrerai à la fin, se trouve sur une momie du cabinet de Monsieur Durand. Momie qui, comme la plupart de celles qu'on rapporte de Thébès ou de Thèbes, offre la représentation de cet emblème vivant d'Amon. Emblème vivant. Ça veut dire que dans cette représentation-là, Amon vibre, Ra vibre, le Créateur vibre, Imana vibre, il vibre dans cette représentation parce que c'était une énergie forte. C'est ce qu'il représentait à cette époque. Il représentait la vigueur, la force brute, l'animosité, l'esprit belliqueux, l'esprit de protection, la rage, parce qu'il faut défendre le territoire. On était déjà à l'âge du bronze. Le Codem était déjà là. Son énergie vibrait de Amon. Est-ce que les Kémètes d'avant, ou les Kémis, ont senti que la situation était un peu chaude, ou est-ce qu'il y a eu un prophète qui a dû dire les gars, ça va être le roussi là. Mais malgré tout, ils se sont défendus. Parce que il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Du moins, il y a des choses qui peuvent s'expliquer. Parce qu'ils savaient qu'il y avait la guerre, ils savaient que ça allait être chaud. Ils savaient qu'après l'ère du bélier, c'est l'ère du poisson, l'ère des eaux troubles. Donc ça veut dire qu'ils savaient que après le combat qui allait se faire, depuis l'âge de bronze qui avait déjà commencé, ça les a mis dans une période sombre. Parce que oui, dans les guerres, on perd toujours. Il y a toujours des gens qui meurent, il y a des pertes. Il y a des sociétés, des peuples qui disparaissent. Pour eux, c'était la fin de leur monde, la fin de l'univers, c'était pour eux la fin de tout. Pour les chrétiens, ça sera l'apocalypse, effectivement. Bon, même chose avec les musulmans, les juifs, ça sera l'apocalypse. La colonisation, l'esclavage, c'était notre fin aussi. Parce que, après ça, on est entré dans l'ère du poisson. Mais avant l'ère du poisson, on a beaucoup combattu, beaucoup bagarré. On dira cela avec Chancellor Williams. Il y a eu des guerres. Il y a eu des guerres qu'on a dû affronter avec ces barbares, ces sauvageons, en fait. Donc, ils sentaient tous que c'était chaud. Mais ils ne s'attendaient peut-être pas à la rage du Néandertalien, à la rage du sauvageon. C'est peut-être ça. Là, je me pose quand même des questions. On s'éloigne un peu du texte, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que ils sentaient que un terrible danger arrivait. C'est pour ça qu'on est entré dans l'ère du bélier. On était déjà dans l'ère du bronze. Il y avait des métissages, il y avait des complots, il y avait des bizarreries. Pourquoi est-ce que ils ne se sont pas posé la question sur ce qui arrivait à leurs frères qui sont partis vivre depuis des centaines de milliers d'années, voilà, dans les terres asiatiques. Il y a eu un moment là où ils ne les voyaient plus. C'est-à-dire qu'ils auraient pu se poser la question, les gars, qu'est-ce qui les arrive? Ou peut-être qu'au moment de le dire, ils sont tous morts. Bon, ça c'est bon, je garde ça pour moi. Je vais dire que c'est une réflexion personnelle que je garde pour expliquer le problème de communication là, parce qu'il y a quand même, je trouve qu'il y a un problème de communication. Mais bref, ça c'est un autre débat. Je vais garder pour moi et je vais parler avec ceux avec qui je parle souvent. Donc, le bélier sacré, paré d'un collier et d'une belle housse, est debout sur un autel.
Donc, le bélier sacré, la divinité en elle-même, dans la représentation de Ra, est parée d'un collier et d'une belle housse. C'est-à-dire, vraiment, ils prennent de l'attention pour le Créateur. Ils chantent pour lui. Ils le mettent, il est bien disposé sur un house, joliment décoré, joliment coloré. Je vous montrerai les images. Et en plus, le bélier sacré paré d'un collier de belles housses est debout sur un autel dans un house ou chapelle richement décorée. Richement décoré. Vous me demanderez, bon, le créateur, c'est l'ensemble du cosmos, c'est le cosmos. Est-ce qu'il a techniquement besoin de ça? Moi, je pense que s'ils sont en lien vibratoire cosmique, peut-être que, comme les étoiles brillent, pareil, non? Avec le bélier. Bon, moi, c'est mon interprétation de la chose. Bon, déjà, on ne sait pas techniquement à quoi il ressemble, il n'a pas de forme réelle. Mais c'est un être magnifique pour créer des choses aussi merveilleuses, pour créer des choses aussi belles, qui sont devenues laides depuis l'arrivée de certaines espèces ortérielles. Mais donc, il est normal qu'ils essaient de le rendre aussi sublime que sa sublime puissance. Voilà, donc on continue. Sa tête est ornée du disque et des 2 longues plumes de couleurs variées qui surmontent la coiffe du dieu. Amon lui-même, soit androcéphale, qui renvoie toujours à Kéocéphale. Donc, soit Kéocéphale. L'espèce de grand éventail qui, dans les bas-reliefs historiques, n'est porté qu'à la suite des dieux ou des rois, est placé à côté du bélier d'Amon-Ré, sur une petite stèle égyptienne qui représente cet animal sacré, debout sur un autel, et adoré par un Égyptien qui lui présente des offrandes. Vous voyez un peu la scène, vous avez un peu l'image de la scène. Debout sur un autel. Cette stèle trouvée en Égypte par monsieur Tedena est maintenant en ma possession, donc à la possession de Champollion. Donc, effectivement, il y a les invasions, il y a eu le pillage, les locodèrmes héritiers des métissages anciens haineux, machin, ils ont pillé, ils ont volé. Les Européens, nous, sont pillés, ils ont volé. Donc, voilà, on peut même dire que, désolé de le dire pour les amoureux de Champollion le Jeune, parce qu'ils disent que c'est le seul qui a fait le bon job. Donc, du coup, ils ont dit que le gars, techniquement, pour vous dire que égyptologue, c'est un métier qui a été créé techniquement pour se donner une légitimité d'aller piocher ce qu'il y a là-bas en Afrique du Nord. Effectivement, c'est plusieurs métiers comme soldats, comme machin, c'est des métiers, des corps de métiers qui ont été créés techniquement, par exemple, pour aller envahir les gens, pour dire que j'ai le droit de tuer, je suis un soldat, je suis un tueur à gages. Donc, l'égyptologie, c'est un métier qui a été techniquement créé pour se donner la légitimité d'aller en Égypte et voler, piller les trésors des gens, prendre ça, l'amener chez soi, après dire que voilà, c'est ma propriété, ça fait partie du trésor familial, qui n'est qu'un vol. Voilà. Donc, monsieur Tedena a donné cela. Tedena a donné cela à Champollion le Jeune. Comme il dit, c'est en sa possession maintenant. Donc, c'est la possession de la famille Champollion. Je ne sais pas si cette famille est encore vivante sur la terre ou elle a changé de nom ou pour ceux qui le savent, il faut me le dire parce que j'ai pas cherché cela. Le bélier sacré n'étant qu'une image symbolique d'Amon. Il répète bien que c'est une image symbolique. Les gens, quand ils vont suivre ça, comme j'aime souvent le dire, ils vont dire, oh my god, ça veut dire que, les gens qui aiment se revendiquer, Kamites ou les vrais habitants de l'Afrique du Nord, etc., les vrais Noirs, donc finalement c'est vrai que la spiritualité africaine, elle est polythéiste, on prie plusieurs dieux, c'est vraiment du paganisme, etc. Ce qui est faux. La notion donc, de Dieu unique, on rappelle très bien que ça vient du mélanoderme, et le mélanoderme a très bien expliqué, du moins ses anciens ont très bien expliqué que il y a le créateur suprême, il y a Io, le créateur,
Et maintenant, ce qu'il lui a fait, c'est qu'il a créé des manifestations de sa puissance qui ne sont pas lui. Ce sont des manifestations, des vibrations, des émanations. Ce ne sont pas des déesses comme chez les Grecs, les religions anciennes. Parce que bon, il y a eu l'islam et il y a les Arabes, voilà, qui ont aussi leurs religions anciennes, mésopotamiennes, assyriennes, miskiskiennes, kikikistantiennes, palestiniennes anciennes, bref. Donc, ils ont eu aussi leur religion, parce que c'est une religion pour eux, ancienne. Et je rappelle bien qu'en Afrique, c'est la spiritualité, c'est pas une religion, c'est pas un dogme. C'est pas un dogme pour que les gens du monde entier se mettent à genoux et qu'on met des dîmes, on met l'argent, après ça enrichit les catholiques, les protestants, bref, la grande église papale voleuse, ou par exemple aussi la Mecque et son vol, ou par exemple la juiferie et son vol organisé, ou par exemple les histoires des Shinto et les histoires des bouddhistes. Je parle du bouddhisme actuel, je parle pas du bouddhisme d'avant, mais bon, c'est un isme dont je doute que Bouddha ça avait créé du isme, et voilà, et même Shinto avait créé du isme, mais bref, où est-ce que je veux dire? C'est vraiment leur chose, là. Créer des religions, des trucs, mettre l'argent, voler les gens désespérés, qui vont se mettre à genoux, qui vont... Voilà, ça c'est le truc. Donc, le Béanoderme n'est pas quelqu'un qui prie plusieurs dieux. Prenons par exemple le cadre des Igbo, par exemple. Ils avaient aussi plusieurs divinités. Okike, Aluzi, Wo, Oua, également Orie, Afo, Mko. Est-ce qu'on va se dire que c'était plusieurs dieux? Ce sont des divinités, des émanations spirituelles. Ce ne sont pas techniquement des... Comment dire? C'est pas un fantasme. Ce qui est clairement le cas à l'Ogodermie. Mais bon, on va laisser ça pour le moment. On n'en parle pas débat. Le bélier sacré n'étant qu'une image symbolique. Vous comprenez qu'il est une image symbolique. On n'essaie pas de créer un dieu, on n'essaie pas de blasphémer comme les chrétiens, tout ça raconte. Donc il reçoit le même nom et les mêmes titres que le Dieu lui-même. Il reçoit le même nom et le même titre parce que c'est le Créateur. La légende de Amon-Ré, roi des dieux, retracée sur notre planche, accompagne le bélier sculpté sur ma petite stèle. Dans une des stèles du comte de Bellemort, l'animal sacré porte celle d'Amon-Ré, seigneur des régions du monde. Je vous avais déjà parlé de ça, seigneur des régions du monde, même Dibomba-Imbok, le grand frère, avait déjà parlé de ça. Du moins, je peux aussi l'appeler tonton, mais bon, on va rester comme ça. Enfin, un nombre très considérable de scarabées et de petites amulettes de terre émaillées présentent l'image du bélier, soit debout, donc soit debout le bélier, soit accroupi, mais toujours décoré du nom ou des titres honorifiques du dieu Amon-Ré, dont il n'est que le symbole. Il appuie bien ça et c'est sur ce qu'on a fini la lecture. Elle était bien plus courte que la précédente. C'est vrai que l'autre était un peu longue à cause des définitions des termes. Donc voici à quoi représente techniquement Amon-Ré sous l'air du bélier, effectivement joliment décoré la stèle. Vous voyez le naos autour, la décoration. On voit effectivement l'arche sur lequel, bon, c'est le naos sur lequel il est, mais c'est en vue, en plan. Donc quand on dit en plan, ça dit c'est en 2D, en 2 dimensions. Les plumes, l'éventail joliment décoré de plusieurs couleurs, les couleurs primaires, bon, avec des couleurs secondaires, le vert, qui est l'alliage du bleu, du jaune, vert. Voilà. Donc, vous comprenez. Les plumes en haut, le disque solaire, le vert, la nature, voilà, parce que bon, le bélier, voilà, les yeux rouges, les yeux vifs, les yeux, c'est les yeux qui représentent la situation actuelle. Les décors dorés, etc., couleurs, il est sur une stèle, il est en hauteur, parce que le créateur, il n'est pas au même niveau que ces créatures, donc il est sur une stèle, il est élevé, effectivement, le serpent qui représente le renouvellement de la vie, le disque solaire, le Ouroboros, que je vous ai déjà expliqué, vous ai déjà réexpliqué, voilà, et l'urne sacrée, là, à côté, voilà. Donc, mes très chers frères, mes très chères sœurs, c'est sur ça que l'on va donc
s'arrêter. Je vous remercie d'avoir écouté cette séance de lecture. Vous pouvez trouver qu'elle est trop courte, mais je trouve qu'elle a été assez intéressante pour expliquer au plus rapidement les choses, pour que vous ne dormez pas. Et je sais que vous avez une vie, donc je vais respecter votre vie. Et donc, n'hésitez pas à liker, à partager, à soutenir la chaîne et l'initiative. C'est sur ce que l'on va se c'est sur ce que l'on va se laisser et on viendra donc pour une suite d'ici quelques mois et j'espère que voilà, je serai là avec vous dans quelques mois. Nous parlerons toujours d'Amon-Ra, l'esprit des 4 éléments, l'âme du monde matériel. Et voilà.